Bienvenue à tous. Du coup, la proposition de cette heure que nous allons passer ensemble, c'est de vous présenter 3 dirigeants qui ont expérimenté finalement un sujet qui peut s'apparenter à l'entreprise intelligente. Aujourd'hui, la digitalisation, c'est aussi le financement participatif, c'est aussi la levée de fonds pour certaines startups, c'est aussi comment se développer en tant que startup. Et donc 3 dirigeants vont se succéder sur scène pendant 20 minutes pour nous faire part de leur expérience. Et donc nous commençons avec Bertrand qui va se présenter de l'entreprise Cigale. Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Bertrand, je suis toulonnais. Et après des études à Paris, un premier boulot à Shanghai pendant 4 ans, j'ai décidé de rentrer ici pour créer ma boîte. Et pour créer sa boîte, en fait, il y avait 2 choses à ce moment-là. Il vous faut toujours une idée pour créer votre boîte. Donc ça, l'idée, ben, je l'ai eue. C'est que c'est parti d'un problème. J'avais le filet à l'intérieur de mes shorts de bain qui n'était pas confortable du tout. Je ne pouvais rien faire d'autre que me baigner avec mon short. Et on a décidé de créer un meilleur produit, plus confortable, innovant, parce qu'on a remplacé le filet blanc que tous les hommes détestent par un magnifique boxer intégré qui est beaucoup plus confortable. Et donc, c'est quelque chose qui n'existait pas sur le marché. Donc, on a innové, créé un short très polyvalent qui fait tout ce que vous voulez. Et donc on a eu cette idée, et en même temps, en fait, on ne savait pas trop comment lancer la boîte, quoi. On était un peu perdus, c'était le début, on avait juste l'idée. Et en cherchant sur Internet, je suis tombé là-dessus. C'était donc vraiment décembre 2013, et je suis tombé là-dessus. C'est Kickstarter, c'est une plateforme de crowdfunding. C'est le numéro 1 américain. Et j'ai vu ce projet-là. C'est un type, il a fait un short de sport, qui passe aussi en mode ville parce qu'il est sobre, sans logo, sans rien. Et il a réussi à faire 270 000 $ de précommande en l'espace de 30 jours. Et je me suis dit, nous, avec notre super idée, on a un projet génial, et on va faire à l'américaine, on va le faire à la toulonnaise, et on va faire un super projet qui va espérer justement de faire ce genre de chiffres-là, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un mode de financement qui est particulier et qui est nouveau, et on va passer par là. Et donc, on a commencé par se dire comment est-ce qu'on allait faire, et donc je vais essayer de vous expliquer comment nous, on a fait pour faire notre campagne et donner peut-être plusieurs astuces pour faire le mieux que vous pouvez. La première chose qu'on a faite, c'était de demander conseil. Donc, on est allé voir tous les porteurs de projets qui avaient un projet similaire au nôtre et qui avaient réussi. On leur a demandé comment est-ce que vous avez fait, quels sont les leviers d'action pour réussir à avoir ce genre de réussite-là. Donc on a écrit un mail à ces gens-là, on a appelé tout le monde, tout ce qu'on pouvait faire, et on s'est rendu compte que c'était pas facile. C'est-à-dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut la préparer, sa campagne de financement. Et c'est pour ça qu'on a créé un petit planning. Nous, on était donc décembre 2013, et tous les gens qui nous conseillaient, ils nous ont dit il vous faut au minimum 6 mois de préparation. C'est hyper important de faire un plan d'action sur 6 mois avant de lancer le jour J votre campagne, qui va durer 30 jours. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le financement participatif, c'est hyper intéressant parce que ça sert à plusieurs choses. Ça sert à faire votre trésor, c'est-à-dire que vous touchez l'argent des contributeurs avant de payer vos fournisseurs. Donc ça, généralement, c'est sympa parce que vous n'avez pas non plus à investir trop de votre poche pour payer les premières prods. C'est bien parce que ça vous permet de connaître les quantités à commander. Là, je parle quand c'est les produits physiques, hein, mais au moins, vous n'y allez pas le doigt mouillé, vous savez combien vous en commandez. C'est bien parce que c'est une super opération de communication. Et là, c'est vraiment parfait parce qu'il faut le voir vraiment comme la meilleure communication que vous puissiez avoir avec vos clients. Ce n'est pas là où vous allez faire plus d'argent, mais c'est là où vous allez vous faire connaître. Et nous, au début, on savait que ça allait être long parce que tout le monde nous disait ça. Et donc, on a mis 1 an et demi avant de lancer, vraiment. C'est-à-dire qu'on a mis 1 an et demi, on a fait des premiers lancements produits, on a testé le produit, on a récolté des avis, on a récolté des clients. Et ensuite, on a vraiment lancé. C'était nous en février 2016. Et on a commencé comme ça, avec une préparation minutieuse. Donc, c'est vraiment le plus important.
Et surtout, donc on va revenir sur la préparation, donc l'avant-campagne. Mais le crowdfunding, une campagne de financement, ça démarre toujours par une vidéo. C'est comme ça que ça se passe. Et cette vidéo, c'est un contenu qui va vous suivre et qui va être viral et qui va pouvoir faire en sorte que les gens suivent votre campagne et qu'ils adorent le produit et qu'ils comprennent vraiment l'intérêt du produit. Et donc, je vais vous passer, notre vidéo, elle fait 3 minutes, je vais vous passer la première minute 30 qui est la plus intéressante, qui est celle qui, en fait, n'explique pas du tout notre produit à nous, mais qui explique pourquoi l'existant n'est pas suffisant et n'est pas bon. Et en fait, c'est vraiment pour moi une astuce marketing, c'est-à-dire qu'il faut autant se concentrer sur expliquer pourquoi l'existant ne satisfait pas vos clients que vraiment expliquer votre solution. Parce que vous avez besoin que le client se mette dans la peau vraiment de... Oui, il me parle à moi, quoi. Il sait ce que je vis au quotidien, c'est pas possible que ça reste comme ça, donnez-moi une solution, et la solution, vous l'expliquerez après. Donc, nous, on a réfléchi énormément. On a mis 1 mois de brainstorming tous les jours à vraiment se concentrer sur qu'est-ce qu'on va raconter, comment est-ce qu'on va le faire, et vraiment réfléchir à comment on va vendre notre produit. Et donc ça, au-delà de la campagne de financement participatif, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, le plus important quand on crée une entreprise, c'est vendre. Et ça, c'est sûr que c'est le plus important. Et le fait de se poser, de réfléchir à comment vendre, ça a été, même au-delà juste du chiffre qu'on a fait, du financement, c'est le plus important parce que ça permet en fait de se poser des questions en tant qu'entrepreneur et de se dire comment je fais vraiment pour vendre. Nous, notre astuce, c'était insister sur l'existant. Voilà. Donc là, la vidéo, elle va démarrer. Merci. At Segal, we believe you deserve better vacations. And for that, you need better swim shorts. But first, let me tell you our story. This is me, 2 years ago. I used to live here and work there. And this is my friend from school. He used to live here and work there. Just like you guys, we used to wait all year long for summer holidays to come. And that day, the moment that changed our lives forever happened. My friend looked at me and said, "Dude, my shorts are hurting my so bad." And I was like, "Yeah, me too." And then he said, "Why did they put this mesh inside our shorts? I wish I had something as comfortable as my underwear." So we did something crazy. We left our jobs, came back home to the French California, and we called her our fashion designer friend. With her help, we drew sketches, tested fabrics, selected colors, made prototypes, testing them again and again, until we engineered the shorts of our dreams. Introducing the 2-in-1 swim shorts by Segal, the world's first swim shorts, with swim boxes attached to the waistband for optimum comfort. Made from the most... Voilà, donc ça c'était notre vidéo. Donc après on présente le produit, pourquoi il est génial, tout ça. Mais vraiment, vous avez vu qu'on a vraiment insisté lourdement sur pourquoi aujourd'hui ça ne va pas. Donc ça c'est hyper important dans votre vidéo, qui va vous coûter de l'argent parce que nous on a fait une production à l'américaine, avec la voix off qui va bien, tout ça. Mais c'est vraiment l'astuce que j'ai, c'est concentrez-vous sur le problème, vraiment, autant que sur la solution. Ensuite, ce qui est important, c'est de préparer le lancement. Pour préparer le lancement, moi, ce que je juge et vraiment ce qui revient souvent, c'est avoir le maximum d'opt-in, c'est-à-dire des gens qui vous ont laissé leur mail ou qui ont liké votre page Facebook, pour pouvoir vraiment les activer le jour J à leur H. Et donc ça, c'est un exemple de lancement, c'est une startup qui se lance dans quelques jours. Vous créez une landing page, et vous essayez de ramener du monde sur cette landing page où il faut laisser son mail. Donc vous essayez de teaser, d'expliquer pourquoi il faut laisser votre mail, parce que vous allez révolutionner un secteur d'activité. Et donc ça, ce qui est important, c'est de récupérer le maximum de mails, qui est l'outil vraiment le plus puissant pour le marketing digital et ce genre de campagne-là. Et donc, vous ramenez du monde sur cette page d'accueil, qui est un site que vous créez facilement. Vous le faites en demandant à tous vos réseaux, vos potes, vos clients, vos réseaux perso-pro, votre école. Tout ça, vous les ramenez là-dessus et vous récupérez leur mail. Et en même temps, ça c'est tous les 6 mois avant la campagne. Donc vous créez
une vraie campagne de com avec du teasing où vous expliquez, vous ne dites pas exactement ce que vous allez sortir, mais vous expliquez que ça va changer les choses et que au fur et à mesure, vous rapprochez des communications et vous dites vraiment, il y a ce jour-là, à cette heure-là, vous allez sortir quelque chose d'énorme. Pour teaser vraiment et faire monter la sauce. Et donc, récupérer des mails comme ça, et vous pouvez en récupérer aussi via les réseaux sociaux, hyper important, ou carrément, vous pouvez payer de la pub de teasing, c'est-à-dire que vous faites des posts boostés et vous faites carrément des pubs sur les réseaux sociaux où vous expliquez, voilà, il y a un truc énorme qui arrive, regardez aujourd'hui, si tu veux changer ça dans ta vie, eh ben, clique là-dessus, laisse ton mail, il y a un truc énorme qui va arriver ce jour-là. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Pourquoi? Parce que sur les 30 jours de campagne, vraiment les 24 premières heures sont cruciales. C'est celles qui vont déterminer la réussite de votre campagne. On va le voir plus tard. Pourquoi? Mais c'est vraiment essentiel de commencer comme ça avec énormément de mails pour commencer. Nous, on a commencé, on avait 2000 mails. Sur les 2000 mails qu'on a envoyés le jour J, le matin, on avait lancé à 10 h, on a près de 400 personnes qui ont contribué. Donc c'est assez énorme comme taux d'achat, parce qu'en fait, ils n'en pouvaient plus. Ils n'avaient qu'une seule envie, c'était pouvoir enfin découvrir le produit et acheter le produit. Faites de votre lancement un événement. Donc vous créez un événement justement pour plus teaser et encore plus expliquer qu'il y a vraiment quelque chose de gros qui va se passer ce jour-là. C'est essentiel d'utiliser tout ce que vous avez à disposition. Donc pour nous, le mailing, les réseaux sociaux, pour le lancement. Ensuite, nous, pour le mail, on utilise Sendinblue, qui est une startup française. Il y a les concurrents qui sont Aweber, Mailchimp, les Américains. Nous, on utilise ça. On a trouvé que c'était hyper intéressant au niveau du pricing, et puis c'était aussi en français, donc c'était pratique. Et on a fait différentes campagnes de mail. On a fait des campagnes de mail pour les gens qui ne nous connaissaient pas encore, où on faisait plus de l'acquisition. On faisait du mail pour nos clients à nous, en expliquant, voilà, il y a ça qui va se passer, le moment du lancement, avec la vidéo. Et après, quand on a remercié, parce qu'on a réussi à faire, nous, 30 000 € après 24 heures, et après 5 jours, on était à 48 000 € de précommande. Ce qui est sympa aussi dans le crowdfunding, c'est qu'il y a un côté pas vraiment précommande. On parle de contributeurs, on parle de soutenir un projet. Il y a quelque chose d'humain derrière. Là, dans la vidéo, on l'a bien expliqué, où on a expliqué que voilà, on est des gens comme vous, on ne connaissait rien, mais on voulait créer un meilleur produit, donc on l'a fait. Et avec ce vocabulaire-là, c'est pas pareil que je vais faire des ventes, des précommandes, vous achetez, vous contribuez à un projet, vous soutenez le projet, c'est sympa. Voilà. Donc ça, c'est une opportunité du crowdfunding aussi. Ensuite, ça, c'est la suite des 24 premières heures. C'est-à-dire qu'en amont, vous aurez préparé tout ce qui est communiqué de presse pour pouvoir envoyer ça sur la presse, les blogs, les influenceurs, tous les gens qui pourront faire parler de vous parce qu'ils ont une communauté à eux. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est plus difficile pour eux de parler de vous quand vous avez un projet où vous n'avez pas encore expliqué ce que c'était et quand on ne sait pas vraiment si les gens ont aimé. Donc quand vous avez un projet qui est sorti avec en plus, voilà, nous on a récolté 30 000 € en moins de 24 heures, ça veut dire qu'il y a un intérêt, donc qu'il y a une communauté qui a aimé le produit et qui aime ce qu'on fait. Donc ça va être plus facile pour eux de relayer l'information. Donc ça ne sert pas à grand-chose, vous verrez, vous essuierez des refus si vous contactez des journalistes avant votre campagne. Mais quand, après 24 heures, vous avez vraiment réussi à faire du buzz, c'est là que ça va activer, en espérant faire effet boule de neige. Et ensuite, ce qui va se passer aussi, c'est qu'il y a des petits malins, c'est-à-dire qu'il y a des agences de com, vraiment dans le monde entier, qui ont des alertes sur les sites de crowdfunding et qui disent « Ah ben voilà, ça, il y a ce projet-là qui est en train de buzzer, je vais leur envoyer un mail pour proposer mes services. » Et souvent, c'est des services qui fonctionnent avec un gros fixe. Donc, c'est des gens qui vous disent « Je vais vous ramener 2 millions de dollars et laissez-moi 10 000 € sur mon compte maintenant. Et puis derrière, je vais vous ramener les gens. » Donc ça, c'est complexe. Il y a beaucoup de gens qui vous contactent. Nous, on a demandé, un peu pris des conseils à droite à gauche. On en a pris une qui a marché à la performance uniquement, comme ça on n'avait pas de fixe à payer. Bon, c'était une grosse com qui prenait sur chaque contribution apportée au projet. Mais ça nous a quand même aidé à avoir de plus en plus de contributeurs, notamment étrangers. Voilà. Ensuite, ce qui est important pendant votre campagne, donc tout le long des 30 jours, c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir de plus en plus de contributeurs. Et comment on fait? C'est qu'on anime sa campagne. Donc sur la campagne, il faut qu'il y ait toujours des offres, de l'urgence, de l'exclusivité. Je ne vous apprends rien, le marketing, ce qu'on a appris nous beaucoup avec cette campagne, c'est que quand on se sent exclusif,
Donc, c'est-à-dire qu'on ne parle qu'à moi parce que je suis dans la cible. Qu'on me donne de l'urgence, c'est-à-dire vous n'avez plus que 2 heures ou 24 heures pour acheter ce produit-là avec ce prix-là, et de la rareté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Et bien, tout de suite, mécaniquement, on se sent un peu piégé et se dit tiens, mais il faut que je le prenne maintenant. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait, nous, avec les récompenses. Donc, on avait notre short qui était à 98 €, le premier prix, c'était 85, et il y avait une quantité limitée, et le deuxième prix, c'était 93. La petite astuce qu'on a faite, nous, c'est que cette quantité, vous pouvez la monitorer. C'est-à-dire qu'au début, on en a mis 50, et dès que ça arrivait à 48, on a rajouté 10 pour que les gens ils soient toujours dans l'urgence. Ils se disent mais j'ai profité du prix moyen, je ne vais pas payer plein pot, du coup il n'en reste plus que 10, il faut que je me dépêche. Voilà, donc ça c'est des petites astuces comme ça. Et tout au long de la campagne, toujours essayer de faire en sorte qu'il y ait des nouveautés fonctionnelles sur les produits, vous sortez de nouvelles couleurs, vous sortez... il faut préparer sa campagne sur aussi les produits. Nous, c'est ce qu'on a un peu moins bien fait, c'est-à-dire qu'on avait un seul produit, on n'avait pas trop anticipé ça. Ce que je vous conseille, c'est que vous sortez le produit principal avec les fonctionnalités principales le premier jour, et puis après, derrière, vous savez que dans la poche, vous pouvez sortir de nouvelles fonctionnalités pour faire en sorte notamment d'accueillir de nouveaux contributeurs, mais aussi d'augmenter le panier moyen de vos premiers contributeurs. Comme ça, ils pourront, eux, aussi acheter plus. Ils vont se dire tiens, mais ouais, c'est sympa. En plus, moi, je suis exclusif parce que je suis premier contributeur. Du coup, je peux acheter moins cher. Enfin, voilà. Il y a pas mal de techniques comme ça. Donc ça, c'est notre bilan. Nous, on a réussi à financer notre projet à 95 000 € au bout des 30 jours. Soit plus de 600%, ce qui est assez génial. Vous voyez qu'au début, vraiment, on a fait un tiers de la contribution les 24 premières heures. Puis ensuite, c'était assez linéaire. Voilà. Donc, on n'a pas réussi à relancer la machine et à refaire des énormes pics comme on a fait là. Voilà, ce qui aurait été idéal, hein, évidemment. Mais donc, c'était assez linéaire comme progression, puisqu'on payait, nous, de la pub sur Facebook, on envoyait du mailing pour continuer à faire en sorte que la campagne soit active. Voilà. En haut, là, c'est notre profil de contribution, c'est-à-dire le nombre de contributeurs par jour. Vous voyez qu'au fur et à mesure, ça s'est un peu tassé. Là, en dessous, c'est une montre connectée. Eux, ils ont réussi vraiment à avoir... ils sortaient tout le temps de nouvelles fonctionnalités. Ils ont eu une parution télé ici. C'était assez énorme. Et là, c'est vraiment le genre de profil qu'on recherche, hein, forcément. Parce que c'est la campagne qui est ranimée avec des nouvelles communautés qui sont ouvertes à chaque fois. On voit bien que là, voilà, là ils ont mis leur communauté à eux. Une nouvelle, et encore une nouvelle. Voilà. Nous, chez Seagal, ça c'est notre évolution de notre chiffre d'affaires. Comme je vous ai expliqué, ici, pendant 1 an et demi, et ensuite, depuis cette campagne, en fait, ce qu'on a vraiment le bilan de cette campagne, c'est que ça nous a aidé à construire notre marketing. Et donc, on a gagné une notoriété aussi. Vous pouvez voir que là, depuis ce moment-là, tous les mois, on fait plus que ce qu'on faisait avant. Et donc, ça, c'est vraiment hyper intéressant, puisque ça vous permet de non seulement à faire cette communication, avoir tous ces contributeurs, ce qui est génial, mais surtout d'asseoir votre notoriété et d'avoir réfléchi, vous êtes posé sur comment je vends mes produits. Voilà, ça c'est essentiel. Et surtout, ça nous a appris, nous, de dire, tiens, on a fait ça une fois, on sait faire, on connaît les ficelles, on connaît la recette, on va faire la même chose. Donc nous, au printemps 2018, là, on sort un nouveau produit avec toutes les ficelles là, que je vous ai dit, plus un nouveau produit pour essayer justement de faire à peu près la même recette et que l'évolution des chiffres continue. Voilà. Et puis, merci beaucoup de votre attention. Voilà. Nous, on est rue Pierre-Sémar au centre-ville, donc n'hésitez pas à passer nous voir. Si vous avez des questions aussi, de venir me parler en direct, j'y suis très souvent. Voilà. Merci Bertrand. Et on va accueillir maintenant notre second dirigeant, témoignage de Jonathan Noble de Swello, qui va nous parler de son expérience de la levée de fonds. Juste le temps de basculer les présentations PowerPoint. Tu as le deuxième micro qui est là. Hop. Je bois un coup, je suis d'accord. Il n'y a pas ta fraise encore.
Alors, on a un souci technique en régie. Là, ça ne se met pas à jour. Est-ce que Bonjour à tous. J'attends que le temps soit bon et puis après on y va. En attendant, du coup, je vous invite à réagir pendant la conférence si vous avez des questions ou si vous voulez juste tout simplement partager. Merci. Tout simplement partager quelques petits slides, voilà, avec le petit hashtag et mon petit pseudo Twitter. N'hésitez pas. Tout est bon ? on est parti? On est parti, merci. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Jonathan Noble, j'ai 22 ans et il y a 7 ans j'ai créé un projet qui à l'époque s'appelait Clock Tweets. Et ça fait maintenant quelques mois qu'on a changé de nom depuis une levée de fonds et maintenant ça s'appelle Swelo. Et du coup je vais un peu vous parler de mon retour d'expérience par rapport à cette levée de fonds qui est quand même quelque chose de dingue à vivre. Et je vais essayer de vous inspirer en disant osez être celui sur lequel on mise. Avant, dans mes conférences, j'adore toujours finir mes présentations par une citation. Et celle que je mettais tout le temps, c'était celle-ci: si tu ne construis pas ton propre rêve, quelqu'un va t'embaucher pour te faire construire les siens. Et en fait, aujourd'hui, elle est réelle pour nous, c'est-à-dire qu'on a créé notre propre rêve, puisque comme je vous le disais, avec Swelo, on a réalisé une levée de fonds. Mais du coup, apparemment, le zoom diminue. Et ça, c'est pas mal. Merci beaucoup. Mais du coup, derrière ce petit panneau, c'est marqué quelques mots sur Swelo. Parce qu'avant de vous parler de nos retours d'expérience, qu'est-ce que c'est que Swelo finalement ? Swelo, en 2 mots, c'est un outil de productivité qui permet aux communicants en général, de simplifier la gestion de leurs réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn. Hop. En 3 points, si vous allez sur notre plateforme, vous allez pouvoir faire de la veille, de la programmation et de l'analyse. Aujourd'hui, nous avons plus de 2,8 millions de messages qui ont été programmés via notre plateforme par plus de 30 000 utilisateurs, dont 430 grands groupes. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé finalement, et c'est ça qui est dingue, c'est que beaucoup de grands groupes nous font confiance. Et du coup, le 27 juin dernier, nous avons levé des fonds. Mais qu'est-ce que c'est qu'une levée de fonds, finalement ? C'est une opération financière grâce à laquelle une entreprise reçoit un investissement en fonds propres de la part d'un ou plusieurs investisseurs. Et donc, comme je le disais, le 27 juin dernier, nous avons eu le privilège d'accorder une exclusivité au journal Les Échos pour annoncer notre levée de fonds et notre changement de nom. Bien évidemment, on a sauté de partout. Petite parenthèse, du coup, avant on était 2, on a été 3, puis maintenant on est 6. Donc l'équipe s'est vraiment agrandie, mais on va en parler juste après. Mais voilà, cette équipe est juste fabuleuse. Je le précise à ce moment-là parce que l'équipe c'est très important lors d'une levée de fonds et pour mener à bien son projet. Et donc voilà, aujourd'hui, depuis le 27 juin, il y a 4 fonds d'investissement majeurs qui nous font confiance. Il ne s'agit de Paquet Investissement, de VAR Business Angels, de Créazur et d'Olbia Invest. Et donc on est hyper flattés qu'ils nous fassent confiance à ce point-là. On est hyper fiers.
tout en sachant que parmi ces investisseurs, on peut également compter Guillaume Passaglia, c'est l'ex-dirigeant de Vie de Merde, qui nous accompagne, comme tous les autres investisseurs, petit à petit vers, on l'espère, la réussite. Et donc voilà, on va maintenant arriver dans le cœur du sujet. Je vais essayer de vous donner 10 conseils et retours d'expérience, mais également des doutes que nous avons eus lorsque nous avons préparé la levée de fonds et lorsque nous l'avons réalisée. Le premier conseil que je peux vous donner, alors les gifs ne fonctionnent pas parce que c'est un PDF, mais je me suis quand même permis de mettre une petite image rigolote. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est soyez attentifs. Parce que où que vous pitchez avec votre projet, il y a peut-être des investisseurs qui se cachent parmi l'audience. Et c'est très important. Pourquoi ? Chez nous, pour Swello, donc à l'époque quand on était ClockTweets, on a participé à la première saison de l'accélérateur by TVT. Et en fait, on a pitché de nombreuses fois notre projet face à une audience, mais on ne savait pas forcément qui était dans la salle. Et puis le jour où on allait présenter notre projet devant les investisseurs, ça a regardé donc avec mon associé Thibaut, et on s'est dit, mais on connaît plus de la moitié en fait. Ils sont tous là. Donc voilà, en fait, il faut toujours se donner à fond quand on pitch, quand on parle de son projet, parce qu'on ne sait pas finalement qui est en face de nous. Ensuite, entraînez-vous sans cesse, remettez-vous en question, doutez et repartez. Ça c'est pareil. Pour préparer notre levée de fonds, notre premier pitch devant les investisseurs, petite parenthèse, on n'a qu'une chance, donc il ne faut vraiment pas se rater, on a pitché devant plusieurs personnes, devant trois groupes de personnes, donc des accompagnateurs à TVT, Thomas et Laura aussi, devant tuto.com, parce que pour la petite histoire, on est dans les mêmes bureaux que tuto.com, et à chaque fois on avait des retours différents. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est remis en question à chaque fois pour retravailler sur notre présentation. On a douté, beaucoup douté. Alors le doute sera présent pendant toute la présentation, parce que c'est toujours important de se remettre en question. Et puis on est reparti, et on s'est dit, là c'est la bonne présentation, on y va, on va devant les investisseurs. Et du coup, ça rejoint le troisième point, c'est ayez confiance en votre projet, vous êtes unique. Ce qu'il faut savoir pour une levée de fonds et pour un projet en général, c'est que 80% de la confiance et de la valeur du projet, c'est l'équipe, c'est vous, c'est ce que vous allez faire de ce projet. Parce que c'est bien d'avoir une idée, mais il faut la mener à bien finalement. Donc ayez confiance en votre projet, soyez fédérateur. Et rappelez-vous que vous êtes unique, c'est-à-dire qu'il faut faire rêver votre audience, il faut faire rêver aussi les investisseurs, parce que votre projet vend du rêve. Donc n'hésitez pas à avoir confiance et à le porter jusqu'au bout, parce que ça en vaut le coup. Ne restez pas seul, entourez-vous. Je vais rester quelques petites minutes, enfin 1 ou 2 minutes sur ce point-là. C'est un point très important. La levée de fonds, on le verra après, ça peut durer assez longtemps, et c'est très important d'avoir du soutien de toutes parts. Alors famille, bien évidemment, amis, c'est aussi important. L'équipe, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de très important, parce que sans une équipe, finalement, on va nulle part. Surtout si on est seul, on va vraiment nulle part. Donc il faut vraiment s'entourer au mieux. Mentor, c'est très important aussi. Lors de l'accélérateur, on a eu comme mentor Mathilde Lerouzic, qui aujourd'hui est CEO de L-Locker sur la Ciotat. Et elle nous a donné de nombreux conseils, non pas pour réussir, mais pour ne pas échouer. Parce que c'est très dur en fait de dire, voilà, pour réussir, il faut que tu fasses ça. Par contre, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus réaliste que d'essayer de ne pas échouer. Et donc c'est très important d'avoir un ou une mentor. Moi je me souviens aussi, pendant justement l'accélérateur, avoir eu une journée de doute quand on a basculé d'un modèle gratuit à un modèle freemium. Et elle nous a été vraiment de bons conseils, et encore aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous entourer. Et dans le cas d'une levée de fonds, n'hésitez pas à utiliser le théorème ABC, petite invention, oui. Avocat, banquier comptable. C'est très important de trouver des gens qui comprennent ce que vous faites, c'est-à-dire, nous, dans notre cas, une start-up, comment fonctionne une start-up, comment fonctionne une levée de fonds. Parce qu'en fait, tout au long de la levée de fonds, vous allez les solliciter, ils vont vous solliciter, et il faut que ça aille très vite. Parce qu'encore une fois, on le verra tout à l'heure, il faut que lors d'une levée de fonds, vous soyez maître du temps. Donc entourez-vous vraiment des personnes qui sont capables de vous soutenir et de vous conseiller. C'est vraiment très important. Ça aussi, c'est important, ce conseil numéro 5, de façonner, de comprendre tous les documents que vous présentez à vos investisseurs, que vous expliquez aussi à vos investisseurs.
c'est-à-dire le business plan, les slides que vous allez faire. Il faut même comprendre le pack de A à Z, c'est normal. Mais voilà, c'est très important, à mon sens, de le faire, ce business plan, même si on n'est pas du tout des financiers, au final. Mais si un investisseur vous pose une question et vous dit qu'est-ce que ça veut dire cette case-là et que vous ne pouvez pas répondre, c'est quand même embêtant. Donc il faut vraiment, même si c'est long, il faut vraiment prendre le temps de comprendre quelle valeur va où, pourquoi, et aussi voilà, pourquoi ça va là. Et d'ailleurs, vous pouvez vous faire aider. Moi, je me souviens, on a été aidé par TVT aussi pour le business plan. On l'a fait, refait, refait, avec Mathilde aussi. C'est vraiment très important de comprendre tout et d'avoir aussi ses propres documents qu'on peut expliquer par la suite. Prenez conscience que vos futurs investisseurs sont vos alliés. Travaillez main dans la main avec sincérité dès le début. Avant, encore une fois, on revient sur l'accélérateur. Je me souviens, on disait, nous, on ne lèvera jamais de fonds. On ne veut pas laisser un pourcentage de notre capital à des investisseurs. C'est juste parce qu'en fait, je pense qu'on n'avait pas compris ce qu'étaient vraiment des investisseurs. Ce n'est pas du tout des gens qui sont méchants, entre guillemets. Ils sont vraiment là, ils sont vraiment vos alliés, ils sont vraiment là pour que vous réussissiez finalement. Et c'est hyper important d'être sincère avec eux quand ça va pas. Parce que ce sont vraiment des alliés et ça permet de créer une relation de confiance pour la suite. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Là, on a réalisé une première levée de fonds. Il y a beaucoup de travail qu'on est en train de mettre en place et qu'on va continuer à mettre en place. On ne sait pas dans quelques années où on sera. Peut-être qu'on fera une seconde levée de fonds. Et voilà, c'est très important de travailler main dans la main avec eux, encore aujourd'hui grâce à des comités stratégiques, grâce à des réunions, pour la suite et pour aussi bénéficier de leur expérience. J'ai parlé tout à l'heure de Guillaume Passaglia, qui est donc l'ex-dirigeant de Vie de Merde. On bénéficie de son expérience à peu près tous les mois. Voilà, on fait des petits points tous les mois. Il nous donne des conseils, des chemins à suivre. On les suit ou pas, mais c'est très important, du moins, de les entendre une fois. Prenez des risques, tout en étant conscient des sacrifices. Quand on fait une levée de fonds, on prend des risques, de base. C'est comme ça. Mais il faut être conscient des sacrifices et surtout, il faut savoir que c'est quand même que du bonheur une fois qu'on est sorti de ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand on fait une levée de fonds, on dort très peu. Je sais que je faisais certaines nuits à 4 heures de sommeil parce que notre avocat m'a appelé le dimanche à 22 heures pour boucler un dernier papier et parce que le lendemain on avait une présentation à faire. Donc voilà, on dort très peu, on prend des décisions importantes qui peuvent tout changer. Parce qu'il suffit qu'on donne un mauvais paramètre aussi. Même si on est en confiance avec les investisseurs, il faut être sûr de soi, sûr de ses décisions, et on a le droit à l'erreur. Mais il faut savoir que c'est aussi une forme de risque de prendre ces décisions. Et pour terminer, les risques financiers. Nous, ce qu'on a fait là pour Swello, à l'époque ClockTweets, quand on a monté la boîte, avec mon associé, on a mis toutes nos économies. Et qu'est-ce que ça fait de mettre toutes ces économies dans une boîte ? Ça montre aux investisseurs qu'on croit à fond dans cette boîte, on croit en cette boîte. Donc effectivement, faire une levée de fonds, c'est prendre des risques tout en étant conscient des sacrifices, mais c'est aussi beaucoup de points positifs. Je vais vous le dire ça juste après. Soyez réactifs, même si ce n'est pas facile d'être sur tous les fronts. C'est pareil que ce que je disais tout à l'heure. Il y a une période, je ne vais pas dire le mot burn-out, mais il y a une période où c'était très compliqué, parce que je dormais peu, parce qu'il fallait gérer tout ce qui était juridique, donc les échanges avec les différents avocats, parce qu'à la fois, il fallait avancer au niveau opérationnel, il fallait développer les fonctionnalités qu'on avait dit qu'on allait développer. Il faut avoir la vision aussi, c'est-à-dire montrer aux investisseurs, voilà, nous, on sait où on va, et on va aller ici dans 6 mois, ici dans 12 mois. Il faut aussi gérer sa vie personnelle parce que ça prend beaucoup de temps, mine de rien, une levée de fonds. Donc voilà, il faut être réactif, c'est hyper important. Et je me suis rendu compte après la levée de fonds, en ayant pris une semaine off, où j'ai vraiment tout coupé, que c'est quand même épuisant et ça nous mène quand même à l'hyper-réactivité et l'hyper-connectivité, puisque voilà, ça bouffe beaucoup de temps et d'énergie. Mais encore une fois, c'est trop bien, ne vous inquiétez pas. Soyez les maîtres du temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une levée de fonds, en moyenne, ça peut durer entre 6 et 12 mois, voire plus. Mais en fait, c'est un peu à vous de le décider. C'est à vous d'être un peu le métronome de votre levée de fonds, de faire un calendrier, d'être d'accord avec les investisseurs et de dire, voilà, on va faire... Parce que pour vous expliquer rapidement, quand on fait une levée de fonds, on passe devant, alors pour nous, des business angels. Il y a un audit qui est fait pendant quelques mois.
1 à 2 mois. Puis ensuite, on va avoir d'autres fonds d'investissement. Par exemple, pour nous, c'était la région PACA. On va repitcher. Et ça dure, nous, ça a duré 8 mois finalement. Mais du coup, c'est nous qui avons un peu été les métronomes de notre levée de fonds, puisqu'on a dit, voilà, le rendez-vous, quand est-ce qu'on peut le poser, quand est-ce qu'on peut passer devant la région, quand est-ce qu'on peut passer, voilà, quand est-ce qu'on peut pitcher pour avancer. Donc il faut vraiment avoir les cartes en main pour avancer et pour arriver à votre but, qui est donc de lever des fonds pour faire accélérer votre entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que pendant souvent le levée de fonds qui prend beaucoup de temps, faut faire avancer l'entreprise, il faut faire avancer la start-up, il faut développer de nouvelles fonctionnalités, c'est ce que je disais juste au-dessus. Donc il faut arriver à jongler entre les deux, et c'est pour ça que moins ça dure de temps, et mieux c'est finalement, puisque ça vous fait gagner du temps pour vraiment de l'opérationnel et pour faire avancer le business. Ne lâchez rien, jamais. Ça, c'est une règle de l'entrepreneuriat en général. Mais c'est vrai que ce type de processus, la levée de fonds, comme je vous le disais, c'est hyper fatigant. Et on pourrait avoir tendance à des fois dire, tant pis, c'est trop fatigant. Mais non, ne lâchez rien, jamais. Parce que quand vous réussissez, je me souviens, nous, quand on a signé les papiers, finalement, c'était tellement fabuleux parce qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait faire, on a atteint notre objectif, alors que les mois auparavant, on a douté. Je me souviens, je me disais, imaginons, ça se passe pas, imaginons, ça dure quelques mois de plus, comment ça va se passer, et c'est là où vos proches, ce que je disais tout à l'heure, c'est là où vos proches sont hyper importants, ils sont là pour vous rassurer. Donc il ne faut jamais rien lâcher, il faut toujours croire en vous. Et du coup, petit point bonus, osez être l'entrepreneur sur lequel on mise, et surtout, n'ayez aucune limite, c'est-à-dire allez-y à fond. Votre projet, il faut y croire, il est unique encore une fois, et il faut rien lâcher jusqu'au bout. Et du coup, comme je vous le disais au tout début de la présentation, j'adore finir mes présentations sur des citations. Celle d'aujourd'hui, c'est juste, si tu n'oses pas accomplir tes rêves, tu ne vivras ni d'imprévu, c'est sûr, ni de surprise. Alors allez-y, osez, et puis au pire, c'est pas très grave. Vous allez, s'il se passe quelque chose qui est imprévu, par exemple, si la levée de fonds ne se fait pas, c'est pas grave. Il y a des centaines d'investisseurs en France. Je sais que nous, on avait dans l'idée que si ça n'avait pas marché lors de ce tout premier entretien avec des business angels, je sais qu'on n'aurait rien lâché, on serait allé faire le tour de France, et puis coûte que coûte, on aurait levé des fonds. Donc juste, ne lâchez rien, croyez en vous. Et une levée de fonds, c'est vraiment fantastique. Surtout l'après. Je vois maintenant avec la nouvelle équipe, qui est vraiment géniale. On avance, il y a une super bonne ambiance. Et du coup, ça ouvre de nouvelles perspectives pour son entreprise. Et du coup, je vous remercie d'avoir écouté. Merci Jonathan, et nous allons accueillir maintenant Olivier Buguette de la boîte IMO, Buguette, pardon, qui va nous parler de croissance organique et croissance externe, comment les piloter. Bonjour à tous, merci à Barekobis de m'accueillir pour que je vous raconte un petit peu notre histoire et que je vous parle de notre projet. Nous sommes une société qui s'appelle La Boîte IMO. La Boîte IMO, c'est une agence digitale qui est spécialisée dans les solutions pour les agents immobiliers, les promoteurs, tous les professionnels de l'immobilier. Nous sommes également un éditeur de logiciels. Donc on n'est pas véritablement une start-up, en revanche on est une société technologique, une société informatique qui a été créée en 2009 et qui est basée à Hyères-les-Palmiers. On m'a demandé de venir vous parler de croissance et comment on arrive à conjuguer à la fois sa croissance et sa vision de ce que peut être ou ce que doit être une entreprise intelligente. Donc c'est ce que je vais essayer de m'efforcer de faire tout de suite. Avant ça, quelques chiffres pour vous donner un petit peu
une indication sur ce que nous avons créé ces dernières années. Aujourd'hui, la boîte IMO, c'est 85 collaborateurs, c'est un peu plus de 5000 clients. C'est une présence un petit peu partout en France, mais avec un siège qui est basé à Hyères-les-Palmiers, un autre siège qui est basé à Paris, un siège régional. Nous avons également des locaux à Sophia Antipolis, à Lyon, à Bordeaux et à Montpellier. Et nous avons depuis maintenant quelques années une présence à l'international, notamment dans les pays francophones voisins que sont le Luxembourg et la Belgique, et aussi un bureau à Miami qui résulte d'une acquisition précédente dont je vous parlerai. Nous avons un organigramme qui est organisé de cette façon. Alors, c'est pas hyper intéressant pour vous, mais c'est comme je vais développer cette présentation sous le prisme de l'humain, c'est important pour vous que vous voyez un petit peu comment nous sommes organisés. Donc nous avons des directeurs commerciaux, des directeurs techniques, nous avons toute une force de vente avec des commerciaux de terrain et sédentaires, et nous avons évidemment le fort de nos troupes qui est sur la technique. Et puis, parallèlement à ça, pour animer, pour promouvoir et nous accompagner dans notre développement, on a une équipe de web marketeurs et puis évidemment des gens qui s'occupent de l'administratif. Pour vous parler de notre développement et vous expliquer comment on a piloté notre croissance, cette croissance, elle a eu lieu en 2 temps. Une croissance organique, naturelle, que nous avons su créer, favoriser, amplifier. Et puis parallèlement, ou un petit peu plus tard, une croissance externe, faite d'acquisitions, de rencontres et puis d'opportunités. Pour commencer, la boîte IMO a été créée un petit peu plus tard. En fait, le projet initial s'appelait Pigimo. Pigimo, c'est une boîte que j'ai créée avec un copain. On avait 26 ans. Ça faisait déjà 1 an et demi que j'étais salarié, que j'étais dans le monde de l'entreprise et je voulais surtout ne plus être salarié. Je voulais absolument créer, développer mon projet. Donc c'est parti d'une idée un petit peu basique, se dire bah tiens, j'ai eu l'occasion de passer par une agence immobilière. Je me suis aperçu que les agents immobiliers au quotidien font ce qu'on appelle de la pige, c'est-à-dire qu'ils vont chercher les petites annonces des particuliers dans les journaux, sur les sites internet, etc. Il y a peut-être un truc à faire, on peut peut-être les aider, on peut peut-être dématérialiser ça et en l'occurrence leur permettre de recevoir chaque matin une information qualifiée pour qu'ils puissent prendre connaissance de tous les biens, de toutes les maisons, tous les appartements qui sont mis à la vente sur leur secteur d'activité. Donc on a créé Pigimo. À l'époque, on y a, nous aussi, comme Jonathan, engagé nos économies. On a réussi à collecter la somme de 3 000 €. C'était tout ce qu'on avait dans nos fonds de poche. Et on a eu surtout, à défaut d'avoir des gros moyens, on a eu des idées. On a sollicité une école d'ingénieurs qui est juste à côté, qui s'appelle l'ISEN. On leur a parlé de notre projet, on leur a expliqué un petit peu ce qu'on voulait faire. Et pour 3 000 €, ils nous ont conçu un logiciel qui nous a permis d'exploiter l'idée et de la rendre réelle, de lancer le projet, puisque nous n'avions aucune compétence informatique. Et d'ailleurs, si Fiona m'a aidé à mettre en place le document que je vous montre tout de suite, c'est parce que j'en ai toujours aucune. Et que je déteste ça par-dessus tout, et que vraiment c'est le truc qui ne me branche pas du tout. Bref, en revanche, j'adore créer, j'adore entreprendre, et Pigimo m'a permis de me lancer là-dedans. Alors, on a commencé à développer notre service, à le proposer aux agences, on a mis en place un petit abonnement, on est allé taper à leur porte, on était 2, on n'avait pas d'autre solution que d'un petit peu tout faire nous-mêmes, on se réveillait très tôt le matin pour aller gratter un petit peu à droite à gauche sur les sites internet les nouvelles annonces qui avaient été déposées par les particuliers, et puis on a commencé à avoir quelques abonnements. Et très rapidement, nous avons mis en place une politique de développement. Tout de suite, on a voulu aller chercher de la croissance et pour pouvoir réaliser notre projet, embaucher des personnes. C'est ce dont je vous parlerai tout à l'heure. Il faut savoir que Pigimo, ça a été un petit peu compliqué comme aventure, puisque 1 mois après avoir lancé l'entreprise, on s'est aperçu que ce que nous faisions était parfaitement interdit. C'est-à-dire qu'on n'avait absolument pas le droit d'aller chercher les annonces des particuliers sur les portails, puisque ce sont des données nominatives et donc qui sont encadrées par une loi qui s'appelle la loi informatique de janvier 1978, et puis on s'est aperçu également qu'on n'avait pas tellement le droit d'aller aspirer les bases de données des sites comme PAP, Le Bon Coin, etc. Sauf qu'on était un peu embêtés parce que on avait déjà lancé le projet, créé les statuts, on avait déjà dit à nos parents, à nos copains qu'on a été entrepreneurs, etc. Et du coup, on a décidé de continuer un peu comme ça, et ça a duré quelques années. On a eu quelques ennuis. On a eu notamment des portails immobiliers qui n'étaient pas très contents de voir qu'on faisait ça. Alors on n'était pas les seuls, c'était un peu notre excuse à l'époque. On disait mais ouais, mais on n'est pas les seuls. Ça ne marchait pas.
Donc on a finalement la CNIL qui nous est tombée dessus pour nous dire que ce qu'on faisait c'était absolument horrible. On prenait l'annonce d'un particulier qui avait déposé une maison sur le Bon Coin et on disait à l'agent immobilier, bah, regarde, il a déposé une annonce sur le Bon Coin. Donc c'était très très mal vu et on a eu des injonctions de cesser notre activité sous 8 jours. On a eu, bref, pas mal de courriers assez désagréables, etc. Donc ça nous a poussé à rebondir sur autre chose et avoir envie de créer quelque chose d'un petit peu plus stable. Pendant ces années de galère, on a réussi quand même à se faire un nom dans le monde de l'immobilier. On a réussi à créer une clientèle, à créer également une équipe. On a mis en place des outils, des pratiques. Donc on a rebondi et on a décidé de lancer des logiciels pour les agents immobiliers qui en avaient bien besoin à l'époque. Et également toute une gamme digitale, donc tout ce qui est conception de site internet, mise à disposition de visibilité sur le web au travers d'applications et au travers de prestations type référencement naturel, commercial, etc. Entre-temps, Pigimo, on a eu l'opportunité de la vendre à un concurrent un peu plus zélé que nous, donc nous l'avons fait et je suis parti sur la création en 2009 de la boîte IMO, mon associé lui étant parti pour d'autres aventures. Et du jour de la création de la boîte IMO, ça a été une succession d'événements qui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous ont permis de constituer une société qui, depuis sa création, a souhaité diversifier ses offres, notamment en devenant pas une simple agence digitale, mais en devenant éditeur de logiciels. Nous avons également eu la volonté de développer notre présence sur le territoire national avec un premier bureau qui a été ouvert seulement 2 ans après la création de l'entreprise à Montpellier, et puis de développer progressivement notre effectif, mais le plus rapidement possible, parce que déjà nous sommes sur un secteur qui est technologique, donc c'est un secteur où les choses évoluent très vite, où il y a toujours un risque, notamment d'ubérisation. On n'est jamais à l'abri d'avoir un concurrent qui sort une technologie qui est plus accessible, qui est plus fonctionnel et qui surtout est moins cher. Donc on a eu toujours cette pression qui nous a conduit à enchaîner les étapes le plus rapidement possible. Donc ici, vous voyez une succession d'événements avec notamment des ouvertures de bureaux, avec des lancements de produits, avec des effectifs qui sont croissants, avec ensuite, à partir de 2015, des acquisitions. C'est ça dont je vais vous parler. Le chiffre d'affaires qui est évoqué ici est simplement mis en exergue pour illustrer cette croissance, puisque la politique que nous avons mise en œuvre avait pour vocation d'aller chercher une croissance et au fur et à mesure des années, nous l'avons trouvé et je pense que nous avons réussi à créer un cercle vertueux pour l'alimenter. L'intérêt maintenant, c'est de vous parler un petit peu des coulisses de ce parcours-là. Avant toute chose, comme dans tout parcours entrepreneurial, il y a une vision, il y a une volonté de faire quelque chose. À défaut d'avoir des compétences informatiques, on avait l'envie de créer une société, de la développer, et on avait pour ça la volonté. Et on avait la vision, c'est-à-dire que dès lors que l'on a créé notre première structure, on s'est d'ores et déjà projeté dans un environnement qui n'était pas le nôtre, c'est-à-dire qu'on était 2, on était dans un appartement, on avait mis une table de cuisine contre un mur, on avait 2 gros ordinateurs un peu vieillots, et pour autant, on se comportait déjà et on réfléchissait déjà comme si on était une centaine. Parce que c'était notre projet, c'était notre vision. Et je considère aujourd'hui que si on n'a pas la vision de ce développement-là, finalement, il est difficile de voir ce développement arriver. En revanche, finalement, la vision que nous avions à l'époque était un schéma qui nous a suffi de dérouler au fur et à mesure de notre avancement. La deuxième chose, c'est la mise en pratique de cette vision. Et en ce qui nous concerne, nous sommes une société de service, ça passe par l'humain. Ça passe intégralement par les RH, les ressources humaines et les embauches. Donc nous avons eu la volonté, dès le départ, de nous entourer. Alors pour nous entourer, la première année, on faisait 57 000 € de chiffre d'affaires, c'était un peu compliqué, mais on n'a néanmoins pas attendu. On a essayé d'avoir une vision d'anticipation. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on attend d'avoir du chiffre d'affaires. Une fois que ce chiffre d'affaires est là, eh bien, on va l'investir. Nous, on a pris le problème un petit peu dans le sens inverse. On s'est dit, mais ce chiffre d'affaires, plutôt que d'attendre qu'il soit là, comment on fait pour aller le chercher? Eh bien, pour ça, il nous faut des gens, il nous faut des commerciaux, il nous faut des gens qui fassent du marketing, du développement, de la communication.
Alors on a commencé à les prendre en considérant que les embaucher ferait venir le chiffre et que ce chiffre nous permettait de les payer. Alors c'était un petit peu osé, on a eu quelques fins de mois un petit peu difficiles parfois, souvent, mais ça nous a permis d'anticiper, d'accélérer et d'aller finalement chercher une croissance de façon très volontaire et dynamique. Une fois qu'on a eu à constituer cette équipe, qu'on a été 3, puis 10, puis 15, puis 20, puis 40, puis 50, il a fallu animer cette équipe. Donc là, chaque étape de notre projet a été une découverte, puisqu'on n'avait absolument aucune expérience, encore moins dans le domaine du management. Et fort de l'avancement dans le temps et de nos collaborateurs qui ne cessaient de croître, eh bien, nous avons multiplié les erreurs, multiplié les bêtises pour arriver à construire ce qu'aujourd'hui sont nos valeurs d'entreprise. Ces valeurs, elles se sont construites autour de nos échecs et grâce à nos échecs. C'est-à-dire qu'on a démarré en ayant le besoin et la volonté d'avoir beaucoup de monde pour nous accompagner. En revanche, on n'avait pas forcément le savoir-faire. Et ce savoir-faire, il est venu avec le temps. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, notre équipe, c'est notre atout, c'est notre point fort. On n'a pas de machine, on n'a pas de matériel qui nous permet de produire mieux ou de produire plus. Nous, notre capital, c'est l'humain. Et notre vision des choses aujourd'hui, ça a été d'accompagner nos collaborateurs, de les faire progresser, de privilégier notamment l'évolution interne, de leur permettre de grandir en même temps que le projet grandissait, et surtout de partager avec nous les fruits de notre réussite. Donc ça a été, je dirais, une aventure humaine très riche et qui nous a permis de construire notre projet et d'en être là aujourd'hui. Parallèlement à ça, on a appliqué une recette un petit peu toute bête. C'est une recette qui nous est toute personnelle. C'est, je dirais, la recette du un petit peu mieux et un petit peu plus. Chaque année, fort du succès de l'année passée, on a décidé de faire un peu mieux et un peu plus. Et ce, dans tous les domaines d'activité. Un peu mieux en communication, un peu mieux en présence humaine, en marketing, en technique, en création de produits, en service client. Dans tous les domaines, on s'est fixé pour objectif, chaque année, eh bien, d'aller de l'avant et d'améliorer notre travail, d'améliorer notre rendement pour anticiper une nouvelle année positive et pouvoir, l'année suivante aussi, réinvestir les fruits de nos efforts et de la croissance que nous avions trouvée. Et cette recette-là, on continue à l'appliquer très basiquement. On n'a jamais un consultant qui ait mis les pieds chez nous, on n'a jamais eu ni d'investisseurs, ni de personnes qui soient venues nous expliquer comment faire. On a fait, je pense, de la meilleure façon qu'il soit, c'est-à-dire on l'a fait comme on l'a senti. On l'a fait comme on a eu envie de le faire déjà. Alors est-ce qu'on l'a fait bien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on l'a fait au feeling. Et aujourd'hui, on n'envisage pas tellement de fonctionner autrement. Donc ça, c'est la partie, je dirais, du développement organique, c'est ce que nous sommes allés chercher par nous-mêmes. Et notre histoire a été ensuite, dans un second temps, basée sur une croissance également externe qui est venue en complément. On a coutume de dire que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, et c'est bien vrai. Il y a un moment donné où sur son secteur d'activité, on atteint une taille critique et où il devient de plus en plus difficile de progresser et on ne peut pas indéfiniment faire du plus 30, plus 40, plus 50% chaque année. Donc, à défaut d'avoir cette capacité à le faire nous-mêmes, on a eu la volonté de passer par des opérations de croissance externe. Ces opérations de croissance externe, elles démarrent à la base d'une opportunité. Cette opportunité, elle est le point de démarrage de toute opération. En ce qui nous concerne, l'opportunité s'est présentée d'elle-même grâce à notre relationnel. Là où je veux attirer votre attention, c'est que on parle souvent des boîtes qui font des acquisitions et qui font de la croissance externe, et on se demande, mais elles font comment? Elles ont des contacts, elles ont de l'argent, elles ont des investisseurs, etc. Parfois, c'est beaucoup plus simple que ça, en fait. On a tous et toutes des relations sur nos secteurs d'activité. On fait tous partie d'un clan, on fait tous partie d'une branche, on fait tous partie d'un club. Et autour de nous,
on a des personnes qui sont susceptibles de représenter des opportunités. Alors ça peut être un concurrent, ça peut être un partenaire, ça peut être un fournisseur, ça peut être une société qui vous permet d'élargir votre offre, ou au contraire, une société qui, une fois absorbée, vous a permis de faire grossir votre parc client. Peu importe, mais ces opportunités-là, elles se cultivent. C'est-à-dire que pour ma part, par exemple, je suis administrateur d'une fédération qui est la Fédération française de l'Internet immobilier. Je participe à des voyages d'études à l'étranger chaque année avec des professionnels de mon secteur. Je suis dans des associations relatives à l'immobilier. Et grâce à ces contacts-là, j'ai pu, pour la première fois, acquérir une société en 2015, Pure Paris, un de mes prestataire, un de mes fournisseurs qui traversait une période difficile, m'a proposé de reprendre sa boutique et ensemble, avec lui, nous l'avons redressé. Et puis, ça a été l'opportunité, quelques mois après, de racheter son seul et unique concurrent parce que finalement, l'opération était intéressante comme ça. Et tout ça pour vous dire que les opportunités créent des opportunités. Et cette croissance externe, aujourd'hui, elle nous a permis de continuer à développer notre projet tel qu'on l'entendait, c'est-à-dire avec dynamisme, avec entrain et avec de l'aventure, avec des choses qui se passent. Maintenant, c'est tout sauf une science exacte, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup. Autant il est très difficile de gérer de l'humain et de gérer des équipes en interne, autant c'est pas plus évident que de racheter des boîtes. J'ai une petite anecdote, par exemple. En mai dernier, j'ai l'occasion de reprendre une société qui est basée à Sophia Antipolis, qui appartient au Figaro. Donc le Figaro rentre à notre capital. Donc désormais, on les a pour actionnaires. Et cette boîte, en fait, à Sophia, j'ai un délai de 2 mois où je dois observer un silence total pour des raisons juridiques et pour respecter les droits des salariés vis-à-vis des syndicats, etc. Et pendant ces 2 mois, j'en profite pour préparer mon arrivée. Donc je prépare un plan d'action, j'ai une idée très exacte de chacun, de ce que je vais proposer à chacun de faire dans notre nouvel ensemble créé lorsqu'il nous aura rejoint. Et puis, je prépare un discours qui se veut le point de départ de cette nouvelle aventure et qui se veut des plus motivants pour nos nouveaux collaborateurs que je n'ai jamais vus. En mai dernier, les dirigeants du Figaro me convoquent et m'invitent à découvrir de nouveaux collaborateurs. Donc, on se rend à Sophia Antipolis dans leurs nouveaux locaux. Et là, j'ai l'occasion de découvrir des gens qui, ma foi, nous accueillent correctement, qui sont un petit peu inquiets, comme on peut l'être dans ce genre de situation, qui se demandent un peu qui on est et qu'est-ce qu'on leur veut. Et puis là, j'ai l'occasion de mettre en pratique toute ma bonne volonté et de faire un discours qui se veut des plus fédérateurs et des plus motivants possibles. Et je me souviens à l'époque, il y a quelques mois, être avec mes associés et leur dire, vous voyez, quand on prépare bien les choses, c'est tout simple, ça marche super bien. Le lendemain matin, j'avais 5 démissions sur mon bureau. Donc, juste pour vous dire que parfois, entre le sentiment que l'on a d'avoir été super génial et puis ce qu'il en résulte, il y a un petit peu d'écart. En revanche, ça m'a permis de constater et d'apprendre beaucoup sur nous-mêmes. C'est-à-dire que chacune de nos sociétés est absolument unique, est absolument inclonable. Et on s'en rend particulièrement compte quand on essaye de fusionner 2 boîtes. Parce que les valeurs qui sont dans une entreprise, même si elles ne sont pas toujours écrites sur les murs ou pas forcément perceptibles, elles sont quand même l'ADN des entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui nous est propre et qui reflète la personnalité des dirigeants, la personnalité des entrepreneurs. Et donc, il n'y a là aussi aucune science exacte. Nous avons utilisé un outil qui, depuis le départ, nous accompagne, c'est le feeling. Et c'est l'idée de faire les choses telles qu'on les sent. Donc, ce que je voulais vous dire et essayer d'illustrer avec vous au travers de cette conférence, c'est que notre croissance, en ce qui nous concerne, qu'elle ait été organique ou qu'elle ait été externe, elle ne s'est faite qu'autour de l'humain. Et avec le temps, j'ai appris une chose, c'est que nous avons les collaborateurs que nous méritons. Alors je sais, parfois ça peut faire un petit peu mal à entendre, mais c'est la stricte vérité. Et si aujourd'hui notre équipe est devenue notre force, c'est parce qu'on a su évoluer, mûrir et qu'on a su
je pense leur faire partager les fruits de notre réussite et qu'on a su leur donner l'envie au quotidien de se battre à nos côtés. Et ça, je pense que c'est à chacun de nous de l'apprendre, de le maîtriser. Et à mon sens, puisqu'on m'a interrogé sur ce sujet, l'entreprise intelligente, elle est avant toute chose pour des sociétés de services comme les nôtres à ce niveau-là. Voilà, c'était le témoignage que je voulais vous livrer et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Voilà, on peut remercier Olivier Buget pour ce témoignage. Je vous informe qu'il y a un acte 2 des paroles de dirigeants, cet après-midi à 15h30, ici même. Il me reste à vous souhaiter un bon appétit et n'hésitez pas à aller vous promener, notamment du côté des réseaux et clubs au fond. Et je vous dis à tout à l'heure.